On risque d'avoir tôt le matin des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser et qui sont des ultra-violents. La plupart des mobilisations sociales sont aujourd'hui prises en otage par ces voyous qui jouent à la révolution. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. On les tape. Façon de dire. Casse-toi. La haine n'a donc décidément aucune limite. On voit bien qu'il y a des magistrats qui n'ont jamais accepté le discours de Nicolas Sarkozy et qui aujourd'hui utilisent cette possibilité pour régler un compte. J'assumerai mes responsabilités. Nicolas Sarkozy donnera son nom à ce parvis à Nice au moment où l'ancien président s'apprête à entrer en prison. Est-ce que c'est pas un pied de nez ou un défi à la justice en disant bon, je fais ce que je veux? Non, absolument pas, ce n'est pas un défi. Et rendre hommage, ce n'est pas juger, c'est rendre hommage. On a l'impression d'un coup d'état des juges, finalement des juges qui essayent de supplanter les politiques. La bonnette enlevée, avec le charme, disons-le, comme l'a fait Carla Bruni. C'est un geste qui témoigne de la corruption des esprits, quoi. La façade d'une mairie, ça n'est pas un panneau d'affichage. J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après le massacre atroce du 7 octobre. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le 17 septembre 2025, Bruno Retailleau, qui occupait toujours le ministère de l'Intérieur 8 jours après avoir été démissionné, a annoncé qu'il redoutait pour le lendemain, journée de grève, une mobilisation très forte avec, je cite toujours, des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser et qui sont des ultra-violents. Dans la réalité, ce sont des groupuscules d'extrême droite qui, ce jour-là et les suivants, à Montpellier et à Brest, ont perpétré des agressions ultra-violentes contre des militants et des militantes de gauche. Mais Retailleau, une fois encore, n'a pas eu le moindre mot pour condamner ces exactions. Disons que ça commence presque à ressembler à une tendance lourde. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. On les tape. Le 22 septembre 2025, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a enfin reconnu officiellement l'État de Palestine, 2 ans après le début du génocide qui a déjà fait plus de 66 000 morts à Gaza au moment où cette chronique est enregistrée. Un chiffre qui ne tient pas compte des victimes ensevelies sous les décombres des villes rasées par l'armée israélienne. Pour célébrer cette reconnaissance, quelques dizaines de mairies partout en France ont hissé le drapeau palestinien. Le moins qu'on puisse dire est que cette initiative n'a pas été du goût des droites françaises et de leur éditocratie de compagnie. Bruno Retailleau, encore, qui occupait toujours le ministère de l'Intérieur 13 jours après avoir été démissionné, a décrété que ce pavoisement constituait, je cite, une atteinte à la laïcité. Ça fait beaucoup là, non? La façade d'une mairie, ça n'est pas un panneau d'affichage. Le même Retailleau n'avait cependant rien dit quand des collectivités avaient hissé le drapeau ukrainien pour exprimer leur solidarité avec les victimes de l'agression russe contre l'Ukraine. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a expliqué, je cite, qu'il n'y aura ni drapeau palestinien ni drapeau israélien sur l'Assemblée nationale aujourd'hui parce que telles ne sont pas nos règles et tels ne sont pas nos usages. En 2023, pourtant, la même Yaël Braun-Pivet arborait à la tribune de la même Assemblée un pins frappé du drapeau israélien pour exprimer sa solidarité avec l'État hébreu après l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre. L'éditocrate Bernard-Henri Lévy, enfin, qui se présente depuis des années comme le champion du soutien à l'Ukraine, a quant à lui fait la tournée des chaînes dites d'information, où il dispose toujours d'un rond de serviette, pour dénoncer la reconnaissance de l'État de Palestine et pour décréter que le drapeau palestinien n'était pas un drapeau respectable. Fin de citation. Le drapeau palestinien ne deviendra un drapeau respectable que le jour où l'autorité palestinienne aura fait sa mue intérieure, sa révolution culturelle. En somme, pour ces avisés commentateurs, il est tout à fait normal de pavoiser des mairies aux couleurs de l'Ukraine quand la Russie attaque l'Ukraine, tout à fait souhaitable de pavoiser les mairies aux couleurs d'Israël quand le Hamas attaque Israël, mais tout à fait scandaleux de pavoiser des mairies aux couleurs de la Palestine quand Israël extermine les Palestiniens. On aimerait vraiment savoir ce qui motive ce très curieux double standard, et on espère bien sûr que ce n'est pas un vieux relent raciste. Le 23 septembre, Le Figaro, le journal du groupe Dassault, que nous retrouverons un peu plus tard,
a publié un entrefilet qui a été superbement ignoré par la presse et les médias dominants. Et c'est tout à fait regrettable car il était très édifiant et très instructif. On y apprenait en effet qu'entre les 2 tours des dernières élections législatives, Emmanuel Macron a personnellement téléphoné à plusieurs candidats de son parti engagés dans des triangulaires contre des candidats du Rassemblement national et de la gauche unis au sein du nouveau Front populaire, pour leur demander de se maintenir au second tour, ce qui favorisait bien évidemment le parti d'extrême droite. Le Figaro citait une déclaration stupéfiante d'un proche du chef de l'État expliquant que Macron voulait une majorité Rassemblement national et qu'il avait été surpris par l'ampleur du Front républicain. Le castor est un architecte hors pair. Il coupe les arbres pour édifier des barrages et des gîtes. En résumé, le président qui a été élu en 2017 par les millions d'électeurs et d'électrices de gauche auxquels il avait solennellement promis qu'il construirait un barrage contre l'extrême droite est personnellement intervenu 8 ans plus tard pour aider cette même extrême droite à remporter des élections. Mais à part le Figaro, qui lui consacre quelques toutes petites lignes, personne ne juge utile de relever cette information, et cela fait un résumé parfait de ce qu'aura été le macronisme. Quand je serai élu, je serai de nouveau une ordure. Une grosse ordure de droite. Le 25 septembre, journée quelque peu chargée, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a publié, comme l'a relevé le journal Le Monde, un dense rapport dénonçant la très préoccupante détérioration de la démocratie française depuis 2017. Selon les auteurs de ce très sévère document, co-signé aussi par l'Organisation mondiale contre la torture, la France connaît depuis 8 ans une dégradation profonde et structurelle de l'environnement dans lequel la société civile peut s'exprimer et agir, ainsi qu'une régression préoccupante des libertés publiques, en particulier s'agissant de la liberté d'association et de la liberté de réunion pacifique. Fin de citation. On se demande d'abord, en lisant ces pages accablantes, ce qui a bien pu se passer en 2017. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Puis on se rappelle, c'est l'année où Emmanuel Macron a été élu président de la République française et où il a promis sans rire que la vitalité démocratique serait le socle de son action et que sous sa présidence, la France veillerait toujours à être aux côtés de la liberté. Fin de citation. Le 25 septembre toujours, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été une nouvelle fois condamné, cette fois à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle condamnation, à commencer bien sûr par le fait que, contrairement à ce que le commentariat dominant s'est empressé de raconter, elle n'est pas du tout inédite, puisque l'ancien chef de l'État avait déjà été condamné en appel à 1 an de prison dont 6 mois ferme au mois de février 2024 dans l'affaire Big Malion, et définitivement condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme dans l'affaire dite des écoutes, ce qui commence quand même à faire beaucoup. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Pour ce qui concerne le financement libyen de sa campagne, certaines charges ont finalement été abandonnées, ce qui prouve au passage que la justice sait se montrer clémente. Mais le jugement établit que Sarkozy et 2 de ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui ont tous les 2 été ministres de l'Intérieur, ont scellé ce que les juges appellent un pacte corruptif avec la Libye du colonel Kadhafi, et plus particulièrement avec le terroriste Abdallah Senussi, beau-frère de Kadhafi, condamné pour l'attentat contre un avion de la compagnie aérienne UTA qui avait fait 170 morts dont 54 Français au Niger en 1989. C'est pour le moins accablant, mais plutôt que de pointer l'extraordinaire gravité de ces faits, la droite et l'extrême droite et leurs journalistes d'accompagnement, immédiatement après l'annonce de cette condamnation, se sont précipités au secours de Sarkozy pour le présenter non pas comme un récidiviste plusieurs fois condamné dans des affaires de corruption, mais comme l'innocente victime de juges supposément de gauche et d'extrême gauche, acharnés à le détruire. François Fillon qui a été évincé par la justice, Marine Le Pen qui est évincée par la justice, Donald Trump qui a failli également aux États-Unis être évincé par des juges. En tout cas, ce qui se passe est extrêmement grave, ça va accroître la crise démocratique. Grand soutien à Nicolas Sarkozy qui était un excellent président, qui est un homme droit, qui est un homme digne. Dans ce concert d'imprécations, Le Figaro, le journal gavé d'aide publique du groupe Dassault, s'est illustré par son empressement particulier à dénoncer ce que son éditorialiste Yves Tréhard a appelé, je cite, « un jugement abracadabrantesque, absurde et incompréhensible ». Et cette précipitation est d'autant plus remarquable qu'en temps normal, ce même journal réclame généralement beaucoup plus de férocité contre les justiciables ordinaires.
Au mois de novembre 2023, par exemple, il s'était fait un devoir de colporter une déclaration de Bruno Retailleau affirmant qu'il fallait en finir avec le laxisme judiciaire. Et en février dernier, il faisait la réclame d'un sondage révélant selon lui que les Français voulaient en finir avec la culture de l'excuse pour les mineurs délinquants. Pour Le Figaro, donc, la justice n'est jamais assez sévère, sauf quand elle est beaucoup trop sévère avec Sarkozy, qui s'est quant à lui posé dans un entretien accordé à un hebdomadaire réactionnaire du groupe Bolloré, en victime d'un complot, et qui a dénoncé une condamnation aussi injuste qu'infamante, qui viole l'état de droit. Fin de citation. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Bien évidemment, ces bruyantes vociférations contre l'institution judiciaire ont produit quelques effets, et la présidente du tribunal correctionnel qui a condamné l'ancien président a reçu des menaces de mort qui ont donné lieu à l'ouverture de 2 enquêtes judiciaires. Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le 26 septembre, 4 jours après la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron, l'avion qui emmenait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux États-Unis pour une nouvelle rencontre avec son grand ami et complice Donald Trump devait une nouvelle fois survoler le territoire français. Netanyahou a finalement modifié son plan de vol, mais ici l'information importante est qu'il avait une nouvelle fois été autorisé à survoler le territoire français, alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, émis par la Cour pénale internationale, la CPI. En d'autres termes, lorsqu'il n'est pas occupé à s'auto-glorifier d'avoir reconnu l'État de Palestine, Emmanuel Macron continue à protéger le principal ordonnateur du massacre des Palestiniens, au lieu de respecter les engagements internationaux qui lui font une obligation d'arrêter toute personne visée par un mandat de la CPI. Là comme ailleurs, le macronisme se caractérise par sa constante hypocrisie. Il aura le pire bilan des présidents de la République de la 5e et peut-être le pire bilan de tous les chefs d'État en France depuis Clovis. Le 28 septembre, le syndicat de la magistrature a dénoncé dans un communiqué le silence assourdissant d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas jugé utile de réagir aux menaces proférées contre la présidente du tribunal qui avait condamné Sarkozy 3 jours plus tôt. Macron s'est finalement décidé à dénoncer ces menaces quelques heures après la publication de ce communiqué syndical, mais la vérité oblige à reconnaître que le chef de l'État n'était pas resté complètement silencieux, puisqu'il avait échangé avec Nicolas Sarkozy, comme l'a révélé ce dernier dans l'entretien déjà évoqué qu'il a accordé à un journal du groupe Bolloré. Quand des juges reçoivent des menaces parce qu'ils ont condamné un ancien président impliqué dans un pacte de corruption, il semblerait que le premier élan d'Emmanuel Macron ne soit donc pas de s'alarmer de ces intimidations, mais de s'entretenir avec son douteux prédécesseur. Oui, peut-être. Pour clore ce chapitre, sur lequel on sera très probablement amené à revenir, insistons sur le fait que dans cette misérable affaire, et comme l'a rappelé le président du tribunal judiciaire de Paris sur France Inter, l'atteinte à l'état de droit, ce sont des menaces contre les juges, et non un jugement rendu minutieusement et très solidement étayé. Aujourd'hui, cette magistrate fait l'objet de menaces de mort. On a dit qu'une décision de justice était une atteinte à l'état de droit. Non, ce qu'est une atteinte à l'état de droit, ce sont des menaces contre les juges. C'est inacceptable et ça devrait être un électrochoc dans notre pays. Mais l'inversion de la réalité à laquelle se livrent les droites françaises lorsqu'elles dénoncent un prétendu coup de force des juges, au lieu de se scandaliser des infractions à répétition d'un ancien président, nous rappelle très utilement que ces droites brûlent d'envie d'imposer de ce côté-ci de l'Atlantique le même basculement totalitaire que celui dans lequel Donald Trump précipite les États-Unis, en se présentant lui aussi comme une victime de prétendus complots ourdis par des juges gauchistes, présentés comme de véritables ennemis intérieurs. Radical left judge, he's a Trump-hating judge, hates Trump. It's amazing. So we have a judge that's out of control. Le 29 septembre, Michel-Édouard Leclerc, président du groupe Leclerc, a expliqué sur TF1 que l'idée d'aller taxer les riches pour combler le déficit public était, je cite, vraiment con. Ouais. Non mais on dit pas ça, on est à la télévision. Le Figaro du groupe Dassault, qui est littéralement gavé de milliards d'euros d'aides publiques, a trouvé ça tellement beau qu'il en a fait tout un article. Dans la réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. Ça fait 40 ans que des gouvernements de gauche, de droite et de droite multiplient d'une part les réformes destinées à réduire les aides publiques aux Français qui en ont le plus besoin, et d'autre part les cadeaux faits aux riches et aux entreprises. Je voudrais revenir sur cette phrase « il n'y a pas d'argent magique ». Oui. Moi j'ai trouvé de l'argent magique. Formidable. Alors allez-y. 60 à 80 milliards d'euros. Où ? C'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui.
Mais il ne faut bien sûr pas céder à la facilité consistant à user du même lexique ordurier que les bénéficiaires de ces libéralités, et on se gardera donc bien de considérer que ce que dit Michel-Édouard Leclerc n'est pas seulement complètement faux, mais aussi et surtout complètement idiot. Merci d'avoir suivi cette chronique, on se retrouve dans 15 jours.